Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'itinéraire d'un toxicomane qui a derrière lui 30 ans de galère. Jean-Daniel Piller, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un livre magnifique qui s'intitule Terrasser le serpent. Il a été coécrit avec Joël Raymond. Alors, pourquoi ce livre ? Alors, en fait, ce livre, l'idée a démarré au fond d'une cellule, en prison, où je trouvais important que mes enfants reçoivent une fois l'histoire complète de ma De manière vie. concrète, vous avez 4 enfants. De manière concrète, j'ai 4 enfants. J'ai divorcé en 2000. Et puis, là, les 2 derniers étaient vraiment petits encore. Donc, le dernier, je ne l'ai quasi pas connu. Quand je suis parti de la maison, il avait une année et demie. Donc voilà, je trouvais que cette histoire leur appartenait aussi, et puis j'avais envie de la transmettre. Mais au départ, ce n'était même pas l'idée d'un livre, c'était seulement d'écrire l'histoire pour la transmettre comme héritage à mes enfants. C'était le point de départ. Alors, vous avez eu recours à un écrivain professionnel, Joël Raymond. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement ? Alors, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai essayé de faire ça tout seul dans mon coin, et puis j'y arrivais pas, je suis pas écrivain. Et puis un ami commun nous a mis en relation, en fait. Un pasteur, David Haussmann, qui m'a fait rencontrer Joël, et puis tout de suite on a accroché. Et puis je crois que d'entrée, il y a eu une amitié qui s'est développée, et puis on a démarré sur le projet, et en même temps, il y a eu le financement qui s'est mis en place pour le travail de l'écriture. Alors, aujourd'hui, ce livre est là. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir comme ça ? Je suis impressionné déjà. Voilà. Je trouve que l'histoire, c'est une chose, la retranscrire, c'en est une autre. Et là, je trouve que Joël a fait vraiment un travail qui est superbe, notamment aussi à remettre les choses dans le temps. Moi, j'avais beaucoup de peine à remémorer certains passages ou de les situer vraiment, ou comme ça. Alors, pour partir un peu à la découverte de votre histoire, vous êtes d'origine fribourgeoise, hein, vous avez vécu dans la région de Fribourg notamment. En 2 mots, quel a été votre parcours ? Alors, très vite, je me suis senti différent du fait que je ne vivais pas chez papa, maman. Vous étiez chez vos grands-parents. Ah oui, d'abord en orphelinat et puis après chez mes grands-parents. Et puis, ben voilà, quand on se sent différent, je suis tombé sur un ami qui habitait en face de moi, qui était dans la même situation, qui était aussi chez sa tante et son grand-père. Et puis, ben voilà, on a tout de suite commencé à développer des choses qui étaient un peu hors normes. Voilà, on voulait marquer notre différence. C'était notre manière à nous de réagir par rapport à toutes ces situations. En passant par plein de stades, hein, il y a eu le stade des bandes, machin, etc., où c'était plutôt la violence qui était là-dedans. Très vite, on est parti sur la musique, la drogue. Et puis voilà, ça a été le début Donc, vous avez eu, comme vous le dites dans le livre, 30 ans de galère en tant que toxicomane. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, juste pour nous permettre de réaliser jusqu'où vous êtes allé ? Ça veut dire la première injection de morphine à l'âge de 13 ans. Tout un parcours qui est chaotique, toute l'adolescence, voyage à l'étranger, de la drogue à outrance. Et puis des essais d'insertion comme ça dans la société. Donc vous avez fait un apprentissage d'électricien ? Oui, en 2 fois. En 2 fois, mais que vous avez quand même terminé. Mais j'ai quand même terminé Voilà. l'apprentissage. Et puis après, il y a eu le domaine des assurances. Et puis après, le passé qui rattrape tout ça. Et puis, Et vous étiez toujours à la fois consommateur, puis en même temps, vous êtes devenu aussi dealer, on peut dire ça ? on peut dire ça. Le deal a toujours fait partie, mais je dirais à petite échelle. Quand on est 5 consommateurs, on deal juste pour couvrir un peu sa propre consommation. Ça a pris un autre niveau quand j'ai fait connaissance avec mon oncle, en fait.
Ouais. Et puis là, vous êtes entré vraiment dans du deal un peu hard, si on peut risquer le terme. Voilà, donc eux, ils ont appelé ça de type mafieux, en fait, au niveau de la Donc police. au niveau de la justice, Au niveau de c'est la justice, l'un des motifs de condamnation. entre autres, oui, voilà. tout à fait. Eux, ils considéraient donc deal par métier, association de malfaiteurs. Enfin. Vous parlez de la drogue en disant que pour vous, c'est un maître impitoyable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, c'est quelque chose qui prend tout. Tout tourne là-dessus. On peut être dans la pire des galères, hein, dans un bidonville à l'autre bout du monde, avec pas un centime en poche, et puis dans des conditions space. Mais tant qu'on a une cuillère et une seringue, on est au paradis. Et voilà. Donc, j'ai jamais vu quelque chose qui bouffe autant, à tous les niveaux. Donc vous le dites à la fois intérieurement, personnellement, Intérieurement, mais aussi psychiquement, relationnellement dans la aussi. tête, dans les relations, dans tout. Hein. Un couple de toxicomanes, c'est un couple à trois. Et la drogue passe avant l'autre. Alors en 2005, vous vous retrouvez en prison à Fribourg, puis à Bulle. Et là, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Vous faites une expérience spirituelle un peu originale. En quoi consiste-t-elle? Alors, j'ai entendu une voix. Il faut dire qu'à plusieurs reprises, j'avais été en contact avec des chrétiens, que Dieu faisait partie de mon parcours, mais en même temps, je n'arrivais pas à le vivre, le côté austère, entre guillemets. Et puis là, dans ma prison, concours de circonstances, je suis retombé sur une Bible et j'ai recommencé à lire la Bible. Et là, il s'est passé plein de choses intérieurement. Mais pour moi, la première des choses, c'est que j'avais été trop loin dans beaucoup de domaines. Et que de toute façon, c'était plus pour moi, que c'était coupé. Et là, moi, je me faisais une raison à ça, où je m'envoyais moi-même en enfer, en disant, ouais, pour moi, maintenant, c'est bon, quoi. Mais tout est fini, c'est désespéré. C'est désespéré, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et là, une nuit, j'entends vraiment parler une voix que je connaissais, hein, que j'avais déjà entendue à différentes reprises dans ma vie, qui me disait très clairement, toi, quand tu as appris à marcher à tes enfants, tu n'as jamais compté le nombre de fois qu'ils sont tombés. Moi non plus, je ne compte pas. Je te donne la main, tu peux te relever. Et puis à partir de ce moment-là, vous faites une nouvelle alliance avec Dieu. Ce sont vos termes. Ça s'est pas passé tout de suite. J'ai eu de la peine de l'accepter. J'arrivais pas. Il y a eu un combat. Pour moi, c'était pas logique. Et puis, le lendemain, je sors de ma cellule pour la sortie habituelle. Il y a un petit couac, donc une porte qui d'habitude est toujours ouverte, était fermée parce qu'un des gardiens, avec un tout petit peu de retard, avec un autre détenu. Et puis, il y avait des feuilles qui étaient collées sur cette porte. Je ne l'avais jamais vue vu qu'elle était ouverte. Donc, voilà. Puis, entre autres, il y avait un petit billet qui disait que si on voulait avoir affaire avec... un aumônier, peut-être? Un aumônier, on devait faire une demande écrite. Alors du coup, ça m'a fait tilt, j'ai fait la demande écrite. 3 jours après, je rencontrais l'aumônier. Et là, a commencé un dialogue entre lui et moi, où je disais, mais tu vois, tu ne peux pas pardonner ça et après ça, tout ce que j'ai fait, etc., c'est pas impossible. possible. Et puis lui, non, la logique de Dieu, c'est pas ta logique à toi. Et puis, ça a commencé sur un dialogue entre les deux. Et puis voilà, c'était le point de départ qui a amené de faire alliance. Avec Dieu. Et là, aujourd'hui, cela fait 10 ans que ça s'est passé. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots comment s'est renouvelée cette alliance avec Dieu? D'abord, il y a eu une reconstruction un peu à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau psychique. Vous avez décidé d'arrêter complètement de consommer. Oui, donc ça faisait partie du deal, hein, dans le sens que moi je disais à Dieu, mais moi, tu sais que je ne peux pas, de moi-même, hein, c'est mission impossible. Si toi, tu n'agis pas dans mon cœur, si toi, tu ne changes pas, j'ai aucune chance de pouvoir le faire. Ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été une construction d'amour où des choses dans ma tête commençaient à changer, dans la manière de penser, dans la manière de voir les choses. Et là, vous avez dû travailler quelque part, vous donner d'autres pensées que celles qui étaient en vous-même en tant que consommateur de drogue quand il y avait une difficulté, par exemple. Tout à fait. Bon, déjà, la première chose, il y a eu la mise à l'écart du milieu. Automatiquement, ça s'est fait par la prison. Après, un passage obligé, ça a été un centre de réinsertion
au foyer, André, au foyer André, à la côte aux Flets. dans le canton de Neuchâtel. Là, j'ai revécu une reconstruction de vivre avec les autres sans relation de produit, de refixer des objectifs, de retrouver du travail. Ça faisait bien des années que je ne travaillais plus, que je dépendais des sociaux, etc., comme couverture. Et puis, voilà, donc là, ça a été un autre point de départ aussi. Et puis là, vous rencontrez toute une série de difficultés. Quelque part, vous dites dans votre livre qu'il aurait été plus aisé de consommer de la méthadone, de rester quelque part dépendant d'un produit, plutôt que de véritablement entrer dans une dynamique de sevrage. Ça veut dire que le système est fait pour que la personne qui est toxicodépendante et puis qui prend sa méthadone tous les jours, c'est bien, on le laisse tranquille. Mais le système n'est pas conçu pour quelqu'un qui veut commencer à refaire une réinsertion. À commencer tout bête, quand j'étais encore au foyer André, que je préparais ma sortie, et puis il fallait remplir des formulaires pour demander un appartement. Adresse précédente, adresse actuelle. Oui, c'était la prison, c'est ça? Donc c'est ça. Donc les premières fois, j'avais envie de magouiller, puis de dire, de sauter quelques années, puis ouais, bon, mais j'étais propriétaire, j'avais une villa, machin. Et puis non. Et puis j'ai dit, bon, mais je réponds honnêtement. L'adresse d'avant, c'était la prison des Ilations. L'adresse actuelle, foyer André. Donc, c'est vrai que pour un gestionnaire d'immeuble, c'est pas, disons, il y a même une personne qui a pris la feuille devant moi, qui l'a déchirée, qui l'a mis dans la poubelle, puis dit, ouais, les gens comme vous, on n'en a pas besoin. Je me dit, toi, tu as de la chance. Mon cœur, il a changé parce que ton bureau, il n'y en aurait plus. Mais, ouais. Et puis là, aussi du point de vue financier, ça n'a pas été très simple parce que finalement, petit à petit, vous arrivez quand même à gagner un petit peu de sous et puis vous vous retrouvez sans rien du tout, avec un salaire très modeste. C'est ça. C'est que quand j'étais dans le trafic, voilà, l'argent, c'était en tout cas pas le problème. C'était des grands paquets de liasses. Et puis tout d'un coup, commencer avec rien, c'était pas évident. Et puis surtout que c'était souvent des mauvaises nouvelles qui arrivaient, des trucs de poursuite, des machins, etc. Et puis, c'était pas évident à gérer tout ça, à essayer de reconstruire quelque chose, de se réinsérer. Aujourd'hui, vous parlez de vous-même comme d'un nouveau Jean Daniel. Qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Christ vous a apporté dans cette reconstruction? Déjà, la différence, déjà l'être intérieur, où on vit d'une manière sereine, où on peut être dans la paix, alors que quand on est dans la défense, on n'est jamais dans la paix. Une certaine époque, quand je m'injectais du LSD, je n'osais plus dormir, parce que c'était tellement l'enfer, quand on fermait les yeux dans ce qu'on arrivait, qu'on préférait pas dormir plutôt que devoir passer par là, pour donner un exemple. Alors que là, tout d'un coup, il y avait une paix qui était intérieure, qui ne dépendait pas de moi, que je ne méritais pas, mais que je recevais. Et je pense que c'est plein de petites choses comme ça, intérieurement, qui ont permis de tenir ferme. Vous dites, vous avez des très belles paroles quand vous êtes en but à une difficulté. Autrefois, vous vous défonciez, puis là, vous vous mettez à genoux et vous priez Dieu. C'est sorti parce que quand j'étais au foyer André, j'étais obligé d'avoir un psy. Ça faisait partie, en fait, de la thérapie. De la thérapie. Puis lui, à un certain moment, quand il a un peu le fil complet de mon histoire, il me dit « Ouais, mais c'est pas possible. » Là, j'étais encore en attente du jugement à ce moment, donc j'avais encore ça dans la tête, sur les épaules. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Puis il me disait « Mais porter quelque chose aussi lourd, c'est pas possible. C'est inimaginable. Donc, je vais tout de suite vous mettre sous un stabilisateur d'humeur, ça va vous aider, etc. » Un antidépresseur. Un antidépresseur, ouais. et genre de choses. Puis c'est là que j'ai dit « Non. Moi, quand j'ai un problème, j'ai besoin de me mettre à genoux. Ouais, puis de régler ça avec Dieu, et puis pas de bouffer des médocs, quoi. Les médocs, je connais, c'est bon. J'ai fait le tour, ouais. Jean-Daniel Piller, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous parler de ce magnifique livre qui s'intitule « Terrasser le serpent, itinéraire d'un toxico-résilient » qui est paru aux éditions Favre à Lausanne. J'aimerais juste dire avant qu'on se quitte, parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'interviewer quelqu'un qui a été caméraman pour cette émission.
Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de rejoindre ce siège et quelque part de nous parler de votre vie, de ce que vous-même, vous avez vécu après 30 ans de défense. Un grand merci. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. C'était Ciel Mon Info. Au revoir et à bientôt.